Tout a commencé par un bruit. Le grondement profond et guttural du moteur Rolls-Royce Merlin propulsant Spitfires et Mustang dans le ciel européen. Un son devenu symbole de résistance, de survie et de détermination humaine. Pourtant, avant la fin de la guerre, un autre son a brisé le ciel, le hurlement perçant du moteur à réaction. En moins d'une décennie, l'aviation est passée des combats aériens à piston à l'aube du vol supersonique. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement un affrontement entre armées, ce fut un creuset technologique. Dans une course désespérée pour leur survie, les nations propulsèrent l'aviation à un rythme jamais vu auparavant. Ce qui n'était au départ que de fragiles machines à hélices devint un moteur d'innovation, jetant les bases de l'ère, de l'aviation commerciale et même de la conquête spatiale. Voici comment les heures les plus sombres de la guerre ont marqué le plus grand bond en avant de l'humanité. Du rugissement du Merlin au hurlement de l'avion, découvrez comment la Seconde Guerre mondiale a marqué le début de l'ère de l'aviation. Bien avant que le ciel ne résonne du rugissement du Merlin ou du hurlement des avions à réaction, les rêves de vol de l'humanité étaient fragiles, presque naïfs. Au début du XXe siècle, l'aviation en était encore à ses balbutiements. La découverte des frères Wright en 1903 avait prouvé que le vol motorisé était possible, mais pendant les décennies qui suivirent, les avions restèrent rudimentaires, sous-motorisés et d'une autonomie limitée. Structures en bois, revêtements en tissu et moteurs à piston rudimentaires marquèrent l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, les avions étaient avant tout des outils de reconnaissance, puis transformés en chasseurs et bombardiers. Pourtant, malgré leur utilisation audacieuse, ils restaient peu fiables et technologiquement limités. Leur vitesse dépassait rarement les 190 km/h. Les altitudes étaient basses et leur autonomie se mesurait en minutes plutôt qu'en heures. Pourtant, la guerre a révélé une vérité indéniable. La supériorité aérienne pouvait façonner le champ de bataille. Entre les deux guerres, les ingénieurs et les nations investissent prudemment dans l'aviation. En Grande-Bretagne, Rolls-Royce commence à perfectionner de puissants moteurs à piston, aboutissant à des prototypes qui donneront naissance au légendaire Merlin. L'Allemagne, soumise aux restrictions du traité de Versailles, continue de développer secrètement la technologie aéronautique avec des ingénieurs comme Hugo Junkers, pionnier de la conception d'avions entièrement métalliques. Parallèlement, des visionnaires comme Frank Whittle en Grande-Bretagne et Hans von Ohain en Allemagne explorent discrètement un concept radical, le moteur à réaction. Mais dans les années 1920 et 1930, les avions à réaction étaient encore un rêve inaccessible. L'efficacité énergétique, la métallurgie et l'aérodynamique n'avaient tout simplement pas suivi leur retard. Au lieu de cela, les nations ont investi des ressources dans le développement d'avions à piston plus rapides et plus fiables. Les courses d'hydravions du trophée Schneider sont devenues des bancs d'essai pour l'innovation, propulsant des avions comme les Supermarines à des vitesses records. Des enseignements technologiques qui ont ensuite été directement intégrés à la conception du Spitfire. Parallèlement, la philosophie de l'aviation évoluait. N'étant plus perçus comme des engins fragiles, les avions devenaient essentiels à la défense nationale et au prestige. Les théories du bombardement stratégique, défendues par des penseurs comme Giulio Douhet, soutenaient que les guerres pouvaient être gagnées depuis les airs. Les bases intellectuelles et techniques étaient posées pour que l'aviation devienne la force décisive dans les conflits mondiaux. Ainsi, à la fin des années 1930, le décor était planté. Les chasseurs et bombardiers à hélice atteignaient leur apogée, mais à peine se profilaient les germes d'une révolution. La Seconde Guerre mondiale allait être le creuset où ces idées seraient mises à l'épreuve et transformées à jamais. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement un affrontement d'armées et d'idéologies. Elle fut aussi le terrain d'essai ultime pour le prochain grand bond en avant de l'aviation. À la fin des années 1930, les moteurs à piston avaient poussé les performances des avions près de leurs limites.
Des chasseurs comme le Spitfire britannique, propulsé par le puissant moteur Rolls-Royce Merlin, pouvaient prendre de la hauteur et voler vite, mais les hélices et les moteurs alternatifs avaient des limites. Les ingénieurs des deux camps le savaient. Pour aller plus vite, plus haut et plus meurtrier, il fallait une solution radicale. Cette idée radicale était déjà évoquée dans les laboratoires. Dès les années 1920, l'idée d'utiliser des turbines à gaz pour créer une poussée continue avait circulé parmi des ingénieurs visionnaires. En Grande-Bretagne, un jeune officier de la Royal Air Force nommé Frank Whittle N. 1930, il déposa un brevet pour un turboréacteur. Son concept imaginait la compression de l'air, son mélange avec du carburant, son allumage et la canalisation de la force explosive directement vers l'arrière pour propulser un avion. C'était une idée brillante en théorie, mais à l'époque, les leaders de l'industrie la jugeaient irréaliste, trop complexe, trop coûteuse et bien en avance sur les techniques métallurgiques disponibles. De l'autre côté de la Manche, en Allemagne, une histoire parallèle s'est déroulée. Hans von Ohain, physicien indépendant, développa ses propres idées de propulsion à réaction. En 1936, il s'associa à Ernst Heinkel, un avionneur audacieux prêt à parier sur des concepts non testés. Tandis que Whittle peinait à obtenir des financements en Grande-Bretagne, von Ohain bénéficiait du soutien indéfectible des ateliers de Heinkel. En 1939, le Heinkel E-178 prit son envol, devenant le premier avion à turboréacteur au monde. Plus qu'un avion de guerre, il concrétisa le rêve des visionnaires. L'ère du jet était bel et bien réelle. La Grande-Bretagne, quant à elle, était à la traîne, non pas par manque de génie mais par manque de foi. Les premiers prototypes de Whittle, développés par sa société Powerjets Ltd, se heurtèrent à des obstacles financiers et bureaucratiques. Pourtant, la persévérance porta ses fruits. En 1941, le Gloster E-28-39, propulsé par le moteur W.1 de Whittle, effectua son premier vol. C'était la réponse britannique à l'expérience audacieuse de Heinkel, et un symbole que les Alliés n'étaient plus à la traîne dans cette course. Pour les deux nations, ces prototypes étaient plus que de simples machines. Ils représentaient percées. En physique et en ingénierie, les moteurs à piston, avec leurs milliers de pièces mobiles, fonctionnaient comme des cœurs mécaniques fonctionnant par cycle. Les moteurs à réaction, en revanche, étaient des systèmes simplifiés de compression, d'allumage et de poussée, fournissant une puissance continue. Là où les hélices agrippaient l'air, les jets le fendaient, avec une force brute. L'avenir de l'aviation avait basculé du jour au lendemain. Pourtant, le chemin était tout sauf facile. La métallurgie devint le goulot d'étranglement critique. Les premiers moteurs à réaction généraient une chaleur extrême, bien supérieure à ce que la plupart des alliages de l'époque pouvaient supporter. Les ingénieurs britanniques et allemands se sont efforcés de trouver des matériaux capables de résister aux contraintes d'une combustion continue à grande vitesse. Les pannes étaient fréquentes et nombre des premiers moteurs ont grillé après seulement quelques heures. Pourtant, chaque essai apportait des améliorations, chaque échec de l'innovation. La guerre accéléra tout. Pour l'Allemagne, en quête désespérée d'avantages technologiques, la Luftwaffe pressa Heinkel et Messerschmitt de transformer des expérimentations à réaction en chasseurs opérationnels. Le résultat fut Messerschmitt Me 262, le premier, avion à réaction prêt au combat au monde. Sa vitesse et sa puissance de feu choquèrent les pilotes alliés, même si les retards de production et l'insistance d'Hitler à l'utiliser comme bombardier limitèrent son impact stratégique. Pourtant, son existence même marqua le début d'une ère nouvelle. Du côté des Alliés, la Grande-Bretagne progresse régulièrement avec Météor de Gloucester, propulsé par les moteurs Whittle. Bien qu'entré en combat tard dans la guerre, il devint le premier chasseur à réaction allié à entrer en service, interceptant les bombes volantes allemandes V1 avec une vitesse inégalée. Même en nombre limité, le Météor démontra la praticabilité et le potentiel de la propulsion,
par réaction en temps de guerre. La réaction du public, lorsqu'ils furent enfin dévoilés, fut stupéfaite. Les pilotes ayant expérimenté les premiers jets parlèrent d'une sensation totalement nouvelle. La poussée fluide, le rugissement tonitruant, la sensation de s'affranchir des contraintes du vol. Pour le monde extérieur, encore habitué au spectacle et au bruit des hélices, ces machines ressemblaient à de la science-fiction incarnée. En quelques années seulement, ce qui n'était au départ que des brevets épars et des expériences isolées s'était transformé en prototypes fonctionnels et en avions de combat. L'étincelle avait jailli, le Merlin rugissait encore dans le ciel de la Seconde Guerre mondiale. Mais le sifflement du jet annonçait déjà la nouvelle ère de l'aviation. Lorsque le moteur à réaction a fait son apparition à la fin des années 1930 et au début des années 1940, il s'agissait encore d'une technologie fragile et capricieuse, peu fiable auprès de ses propres ingénieurs. Pourtant, en quelques décennies seulement, il allait devenir le cœur battant de la puissance aérienne moderne, de l'aviation civile et même de l'exploration spatiale. Le passage du prototype à la domination est l'un des arcs les plus spectaculaires de l'histoire technologique. Une histoire façonnée par la guerre, la rivalité et une ambition insatiable. La Seconde Guerre mondiale marqua la première application aux pratiques de la propulsion par réaction. En Allemagne, le Messerschmitt Me 262 devint le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Avec une vitesse de pointe dépassant 875 km/h, il pouvait distancer et surclasser tout ce que les Alliés lançaient dans le ciel. Les pilotes alliés qui l'ont affronté ont décrit l'expérience comme si un météore avait traversé la formation, attaquant et disparaissant avant même que les chasseurs à piston ne puissent réagir. Pourtant, l'efficacité du Me 262 fut compromise par la machine de guerre allemande en déclin. Les moteurs tombèrent en panne après seulement quelques heures de vol. Les matériaux étaient rares et l'insistance d'Hitler à le convertir en chasseur-bombardier retarda son déploiement. Il arriva trop tard et en trop petit nombre pour modifier l'issue de la guerre. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne déploya le Gloster Meteor en 1944, initialement chargé d'intercepter les bombes volantes V1. Bien que plus lent et moins perfectionné que le Me 262, le Météore se révéla plus fiable et apporta à la RAF une première expérience cruciale dans les opérations à réaction. Pendant ce temps, aux États-Unis, le Bell XP-59 Eracomet vola en 1942, mais il était sous-motorisé et peu pratique. Il servit davantage de plateforme d'apprentissage que de machine de combat. Malgré tout, l'Amérique prit pied dans le nouveau domaine de la propulsion. À la fin de la guerre, les avions à réaction avaient prouvé leur potentiel, mais ils étaient loin d'être parfaits. Leurs moteurs fragiles, leur consommation de carburant élevée et leurs problèmes de maintenance les freinaient. Pourtant, toutes les grandes puissances le reconnaissaient désormais. L'avenir appartenait à la propulsion par réaction. Les années d'après-guerre ont été marquées par une frénésie de développement des avions à réaction, les nations luttant pour s'assurer la supériorité aérienne. La Grande-Bretagne, s'appuyant sur les travaux pionniers de Whittle, a développé des avions comme le de Havilland Vampire et le Hawker Hunter. La France a poursuivi le développement des séries Dassault, Ouragan et Mystère, tandis que l'Union soviétique a rapidement rétroconçu des modèles allemands capturés pour produire le MiG-9 et peu après le légendaire MiG-15. Les débuts du MiG-15 au-dessus de la Corée en 1950 furent un choc pour l'Occident. Rapide, puissant et lourdement armé, il défia les meilleurs chasseurs à pistons américains avec des résultats dévastateurs. L'Amérique répliqua avec le F-86 Sabre et le ciel coréen devint le premier véritable champ de bataille jet contre jet de l'histoire. Les combats aériens à vitesse transsonique testèrent les limites des appareils et des pilotes, inaugurant une nouvelle ère de tactique de combat aérien. Pendant ce temps, les bombardiers à réaction s'imposaient comme outil stratégique à l'ère nucléaire. La Grande-Bretagne dévoilait sa flotte de bombardiers Sphe,
Les États-Unis développaient le B-47 Stratojet et les Soviétiques ripostaient avec le Tu-16. La vitesse n'était plus seulement un avantage tactique, elle devenait un impératif stratégique dans un monde dominé par l'arme atomique. Dans les années 1960, les ingénieurs ne se contentaient plus des performances subsoniques, ni même transsoniques. La quête du vol supersonique a conquis le monde aérospatial. Les États-Unis ont déployé le F-100 Super Sabre, le F-104 Starfighter et finalement l'emblématique F-4 Phantom II, des avions qui ont redéfini la puissance aérienne grâce à leurs missiles guidés par radar et à leur vitesse supérieure à Mach 2. Les Soviétiques ont suivi le rythme du MiG-21 Fishbed, un chasseur léger et agile qui est devenu l'un des avions à réaction les plus produits de l'histoire. La France a introduit le Dassault Mirage 3, excellent en vitesse et en taux de montée, donnant à l'Europe sa propre fierté supersonique. Les bombardiers à réaction ont également repoussé les limites. Le B-58 Hustler américain est devenu le premier bombardier supersonique au monde, tandis que le Tu-22 Blinder soviétique est entré en service. Bien que coûteux et souvent en proie à des problèmes, ces avions reflétaient l'obsession de l'époque pour la vitesse comme mesure ultime de la puissance. Au-delà du militaire, l'aviation civile a été touchée par la fièvre du jet. Le Boeing 707, entré en service en 1958, a révolutionné le transport commercial. Pour la première fois, des passagers ordinaires pouvaient traverser l'Atlantique en quelques heures au lieu de quelques jours. Les avions de ligne ont rétréci le monde, reliant les continents et transformant l'économie, la politique et la culture. Le transport aérien est passé d'un luxe élitiste à un phénomène de masse. Les années 1970 furent marquées par l'ambition et le réalisme. Le transport aérien supersonique de passagers devint réalité avec le Concorde franco-britannique et le Tu-144 soviétique. Élégant et futuriste, il représentait des prouesses techniques, mais les coûts d'exploitation élevés et la crise pétrolière en limitèrent l'adoption. S'ils excitèrent l'imagination, ce sont les gros porteurs subsoniques comme le Boeing 747 qui révolutionnèrent véritablement la mobilité mondiale. Surnommé la reine des cieux, le 747 rendit les vols long courriers accessibles à des millions de personnes, démocratisant ainsi les voyages internationaux. Dans le domaine militaire, la course aux armements de la guerre froide a favorisé les progrès en matière d'agilité, d'avionique et d'armement. Les États-Unis ont introduit le F-14 Tomcat, immortalisé plus tard dans la culture populaire, et le F-15 Eagle, conçu pour la supériorité aérienne. Les Soviétiques ont riposté avec le MiG-25 Foxbat, un intercepteur d'une rapidité fulgurante qui a terrifié les analystes occidentaux. Lorsqu'un pilote de MiG-25 a fait défection au Japon en 1976, les ingénieurs occidentaux se sont émerveillés de sa conception axée sur la force brute, réalisant que les Soviétiques avaient privilégié la vitesse et l'altitude à la finesse. Les années 1980 marquèrent un tournant profond. Au lieu de courir après la vitesse pure, les États-Unis furent les pionniers de la technologie furtive. Le F-117 Nighthawk, révélé au monde après des années de secret, démontra que l'invisibilité, radar pouvait avoir autant d'importance que la vitesse. Ce changement marqua un tournant philosophique. La domination aérienne ne consistait pas seulement à voler plus vite, mais aussi à être moins visible. Parallèlement, le FA-18 Hornet et le Su-27 flanqueur soviétique ont mis en lumière les progrès réalisés en matière de manœuvrabilité, d'avionique et de polyvalence. Le combat aérien ne se résumait plus à la vitesse ou à la puissance de feu, il s'agissait d'intégration des systèmes, de formation des pilotes et de doctrine tactique. L'aviation civile s'est encore développée grâce à des avions de ligne de pointe comme l'Airbus A310 et le Boeing 757-767, améliorant l'efficacité et la sécurité. Le ciel est devenu plus encombré que jamais et les jets sont désormais devenus un élément incontournable de la vie quotidienne.
À la fin de la guerre froide, l'attention s'est portée sur la précision, l'intégration et l'accessibilité financière. La guerre du Golfe de 1991 a démontré l'efficacité des avions de chasse modernes comme le F-15, le F-16 et le Tornado, équipés de systèmes de surveillance AWACS et de munitions à guidage de précision. Le monde a perçu la puissance aérienne non seulement comme une force brute, mais aussi comme un scalpel. Les années 1990 et 2000 ont également vu l'essor des avions de chasse de 4e génération dotés d'une avionique numérique, de commandes de vol électriques et de radars avancés. L'Eurofighter Typhoon, le Dassault Rafale et le Su-30 russe ont illustré cette évolution. Parallèlement, les États-Unis ont commencé à travailler sur le F-22 Raptor, premier chasseur opérationnel de 5e génération, combinant furtivité, supercroisière et capteurs intégrés sur une même plateforme. L'aviation civile a poursuivi sa progression constante grâce à des géants du long courrier comme le Boeing 777 et l'Airbus A330. La mondialisation était désormais indissociable, du vol à réaction. Aujourd'hui, les avions à réaction ont atteint un nouveau palier. Les chasseurs de 5e génération, comme le F-35 Lightning II, le Su-57 russe et le J-20 chinois, représentent la pointe de la furtivité, de la connectivité et de l'adaptabilité polyvalente. Ces avions ne sont pas de simples machines, mais des nœuds d'un réseau numérique de capteurs et de communication. Parallèlement, l'aviation commerciale met l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité, avec des avions en matériaux composites comme le Boeing 787, Dreamliner et l'Airbus A350. L'accent est passé de la conquête de la vitesse à la maîtrise de l'efficacité et des défis environnementaux. Le crissement des avions à réaction, autrefois un son exotique, est aujourd'hui le bourdonnement quotidien des villes du monde entier. Du rugissement des moteurs Merlin pendant la Seconde Guerre mondiale au sifflement des avions furtifs d'aujourd'hui, l'évolution a été inexorable, remodelant la guerre, les voyages et la notion même de distance. L'ascension de l'aviation à réaction ne s'est pas faite sans heurts. Elle a été semée d'impasses, d'expériences coûteuses et d'accidents tragiques. Mais petit à petit, décennie après décennie, l'avion est devenu non seulement une machine, mais un symbole de vitesse, de puissance, de modernité même. Des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale aux cieux des années 1950, le moteur à réaction est passé du stade de curiosité expérimentale à celui de force dominante de l'aviation mondiale. La révolution a été rapide, spectaculaire et irréversible. Le point de basculement ne résulta pas seulement d'une nécessité militaire, mais aussi d'un mélange d'économie, de politique et d'imagination populaire. Au début des années 1950, les nations comprirent que les avions à réaction n'étaient plus une option, mais une nécessité. La guerre de Corée le démontra brutalement. Des chasseurs à hélice, comme le P-51 Mustang, furent soudainement surclassés par le MiG-15 soviétique, obligeant les États-Unis à riposter avec le F-86 sabre à aile en flèche. Les combats aériens au-dessus du fleuve Yalu n'étaient pas de simples joutes tactiques. Ils démontrèrent que l'ère des avions à réaction était arrivée et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au-delà du combat, les gouvernements ont commencé à investir massivement dans l'aviation civile. Le de Havilland Comet britannique est devenu le premier avion de ligne commerciale au monde en 1952, réduisant les continents et transformant le monde en un monde plus petit et plus connecté. Malgré des défauts de conception initiaux, le Comet a captivé l'imagination du public. Bientôt, Boeing, Douglas et d'autres constructeurs américains ont perfectionné la formule, inaugurant l'âge d'or du transport aérien à réaction à la fin des années 1950. Le changement n'était pas seulement technologique, mais culturel. Le bruit des réacteurs est devenu la bande sonore de la vie moderne, résonnant au-dessus des villes, des aéroports et des écrans de télévision. Pour les militaires,
Les avions étaient synonymes de temps de réaction plus rapide, d'altitude plus élevée et de domination stratégique. Pour les civils, ils ont redéfini le monde des affaires, de la diplomatie et du tourisme. Soudain, ce qui prenait autrefois des jours par bateau ou par train pouvait être accompli en quelques heures. La distance psychologique entre les continents s'est réduite. La guerre froide n'a fait qu'amplifier cette tendance, chaque superpuissance se disputant non seulement la suprématie aérienne, mais aussi le prestige aérien. Au milieu du XXe siècle, les avions à réaction étaient passés du stade de prototypes expérimentaux à celui de réalité quotidienne. Leur présence a transformé la guerre, l'économie et la façon dont l'humanité percevait l'espace et les distances. La révolution était achevée. L'avion à réaction n'était plus l'avenir, mais le présent. Ces 2 dernières décennies ont vu l'aviation se perfectionner profondément. Le rugissement du jet demeure, mais sa signification a changé. Autrefois, symbole de puissance brute, les jets sont aujourd'hui des merveilles d'efficacité, de durabilité et d'ingénierie avancée. L'une des plus grandes transformations a été l'essor des avions, de lignes économes, en carburant des avions, comme le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350, utilisent des matériaux composites, des moteurs plus silencieux et une conception aérodynamique qui réduit la consommation de carburant de près de 20%. Ces avions sont non seulement moins chers à exploiter, mais ils sont également au cœur des promesses des compagnies aériennes en matière de voyages plus écologiques. Les liaisons long courriers qui nécessitaient autrefois des escales sont désormais réalisables sans escale, reliant des villes lointaines avec une facilité sans précédent. L'avion est devenu à la fois un moteur économique et un outil de mondialisation. En même temps, l'aviation militaire s'est diversifiée, les chasseurs de 5e génération, comme le F-35 Lightning II américain, le Su-57 russe et le J-20 chinois, alliant furtivité, fusion de capteurs et guerre en réseau, bien au-delà des compétitions de vitesse brute des débuts de l'ère des avions à réaction. Ces avions ne se contentent plus de voler plus vite. Ils dominent numériquement, intégrant données satellites, ciblage assisté par IA et armement de précision. Parallèlement, les drones et les avions sans pilote ont fait leur apparition, laissant présager un avenir où les pilotes humains pourraient ne plus être aux commandes. Pourtant, le progrès s'accompagne de controverses. La poussée vers les armes hypersoniques, des véhicules volant à plus de Mach 5, a déclenché une nouvelle course aux armements, soulevant des questions de stabilité et d'escalade. L'aviation civile est confrontée à son propre dilemme éthique. Si les avions modernes sont plus propres que jamais, l'aviation contribue encore à près de 2,5% des émissions mondiales de CO2. Les appels en faveur d'avions électriques et à hydrogène se font de plus en plus pressants, mais ces technologies n'en sont qu'à leur début. À l'échelle mondiale, l'hélicentre de gravité de l'aviation s'est déplacé autrefois dominé par les États-Unis et l'Europe. De nouveaux hubs ont émergé en Asie et au Moyen-Orient. Des aéroports comme Dubaï, Doha et Singapour sont devenus des carrefours internationaux, construits autour des flottes d'avions de pointe d'Airbus et de Boeing. Des compagnies aériennes comme Emirates, Qatar Airways et Singapore Airlines établissent désormais des normes mondiales en matière de luxe et de connectivité. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est la façon dont les voyages en jet normalisés sont devenus ce qui semblait autrefois futuriste est désormais devenu une routine. Des millions de personnes montent à bord d'un avion chaque jour sans hésiter. Affaires, réunions, missions humanitaires, voire échanges culturels, tout repose sur la disponibilité de vols rapides et fiables. L'avion est passé du statut de merveille technologique à celui de pilier invisible du monde moderne. Et pourtant, le son d'un avion au décollage porte encore en lui les échos de l'histoire. L'ambition des ingénieurs de la Seconde Guerre mondiale, les compétitions de la guerre froide, l'âge d'or des avions de ligne. Les avions d'aujourd'hui sont plus silencieux, plus intelligents,
et plus connectés que jamais, mais ils s'inscrivent dans la même lignée qui a débuté avec le rugissement du Merlin et le hurlement des premiers réacteurs. Le moteur à réaction n'a pas seulement transformé l'aviation, il a transformé le monde. Avant son arrivée, les voyages longue distance étaient lents, incertains et exclusifs. Avec les jets, la planète a rétréci. Les voyages, qui prenaient autrefois des semaines en mer ou des jours en avion à hélice, se sont comptés en heures. Soudain, l'idée d'un monde globalisé n'était plus théorique, mais bien une réalité vécue. Sur le plan culturel, l'ère du jet a redéfini la perception humaine des distances. Le terme « jet set » est entré dans le vocabulaire populaire dans les années 1950 et 1960, décrivant une nouvelle classe sociale capable de vivre, de travailler et de socialiser sur plusieurs continents. Ce qui semblait autrefois un privilège, réservé à quelques-uns, est rapidement devenu accessible à des millions de personnes. Aujourd'hui, le tourisme, le commerce international et même les systèmes éducatifs mondiaux dépendent tous du jet. Sur le plan militaire, l'héritage est tout aussi profond. L'avion à réaction a non seulement changé la façon de mener les guerres, mais aussi celle de négocier la paix. Intercepteurs supersoniques, bombardiers stratégiques et avions de reconnaissance ont remodelé l'équilibre des forces de la guerre froide, obligeant la diplomatie à s'adapter à un monde où les frappes pouvaient être menées par-delà les océans en quelques minutes. La simple existence d'arsenaux à réaction a bouleversé les calculs de sécurité mondiale. Sur le plan technologique, le moteur à réaction a déclenché une réaction en chaîne. Les innovations en sciences des matériaux, en aérodynamique et en propulsion se sont répercutées dans d'autres secteurs, l'exploration spatiale, la production d'énergie et même l'ingénierie automobile. Sans le jet, pas de programme Apollo, pas de fusée réutilisable, pas de recherche hypersonique repoussant les limites de la physique actuelle. Son plus grand héritage, cependant, est peut-être d'ordre psychologique. Le jet a offert à l'humanité un nouveau rapport à la vitesse, à l'espace et au possible. Il nous a appris à considérer la Terre comme un système unique et interconnecté. L'expression « à l'autre bout du monde » a perdu de son acuité car, grâce au jet, elle n'était plus inaccessible. Le moteur est devenu un symbole à la fois de l'ambition humaine et de ses conséquences. Il permettait les connexions, mais nous obligeait aussi à relever des défis tels que la pollution, la militarisation et l'exploitation des ressources. Ainsi, le jet est plus qu'une machine. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, une technologie qui a transformé durablement notre façon de vivre, de combattre, de voyager et de rêver. Du champ de bataille aux vacances en famille, du laboratoire à la rampe de lancement, l'influence du jet continue de se faire sentir. Le rugissement du Merlin s'est peut-être estompé, et le cri du premier avion à réaction peut paraître primitif aujourd'hui, mais leur héritage est omniprésent. L'ère de l'avion à réaction n'est pas qu'un chapitre de l'histoire, c'est le fondement de notre monde moderne. Si la Seconde Guerre mondiale a marqué le début de l'ère des avions à réaction, la question aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qui vient ensuite? Depuis plus de 7 décennies, le moteur à réaction définit la vitesse, la distance et la puissance. Mais l'aviation franchit aujourd'hui une nouvelle étape, marquée par la durabilité, les nouveaux systèmes de propulsion et la quête de vitesse toujours plus élevée. Une frontière est ce voyage hypersonique. Les ingénieurs testent des avions capables d'atteindre Mach 5 et au-delà, permettant de réduire les temps de vol entre les continents à quelques heures seulement. Les programmes militaires aux États-Unis, en Chine et en Russie s'efforcent de maîtriser la propulsion hypersonique. Mais les entreprises aérospatiales commerciales étudient également si ces avancées pourraient ouvrir la voie au prochain Concorde pour les civils. En même temps, Aviation Verte l'Aviation est en pleine expansion. Les moteurs à réaction consomment d'énormes quantités de combustibles fossiles et face au changement climatique, les alternatives durables ne sont plus une option. Les biocarburants, la propulsion à hydrogène
et les systèmes hybrides. Électriques sont testés avec des investissements importants. Airbus, Rolls-Royce et les start-up parient sur le fait que la prochaine révolution du transport aérien conciliera vitesse et durabilité. Une autre tendance, transformatrice, est autonomie, l'intégration de l'IA et de l'avionique avancée, laisse entrevoir un avenir où les avions commerciaux et militaires pourraient nécessiter moins de pilotes humains, voire, dans certains cas, aucun pilote du tout. Les systèmes aériens sans pilote ont déjà prouvé leur utilité, et la question est désormais de savoir si les gros avions de ligne pourraient un jour voler en toute sécurité sans équipage. L'espace est également un attrait. Des entreprises comme SpaceX explorent le transport suborbital point à point, où des fusées pourraient transporter des passagers à l'autre bout du monde en moins d'une heure. Si elle se concrétise, cette technologie brouillerait la frontière entre le transport aérien et le vol spatial, étendant l'héritage du jet à un domaine entièrement nouveau. Bien sûr, l'avenir est porteur d'incertitudes. L'hypersonique sera-t-il sûr et abordable? L'hydrogène et la propulsion électrique pourront-ils réellement répondre à la demande mondiale? Les passagers accepteront-ils l'IA comme pilote? Ces questions ne sont pas seulement techniques. Elles touchent à la culture, à la politique et à la confiance humaine. Ce qui est clair, c'est que l'ère du jet n'était pas une destination, au final, mais un tremplin. Tout comme le Merlin a cédé la place au turboréacteur Whittle, les moteurs d'aujourd'hui pourraient bientôt ressembler à des vestiges, des tremplins vers un avenir plus rapide, plus écologique et peut-être même spatial. Du rugissement des Merlins à piston au hurlement des turboréacteurs, la Seconde Guerre mondiale a marqué plus qu'un simple conflit. Elle a marqué le début de l'aviation moderne. Ce qui avait commencé comme une course désespérée à la survie a remodelé le ciel, ouvrant l'ère de l'avion à réaction et transformant à jamais la façon dont l'humanité se déplace. Combat et rêve. Nous avons retracé le parcours des fragiles prototypes en bois aux merveilles supersoniques, de la domination militaire à la connectivité mondiale, et maintenant vers un avenir où l'hypersonique, l'hydrogène et l'IA pourraient, une fois de plus, redéfinir les limites du possible. Chaque étape nous rappelle que l'aviation n'a jamais stagné. Elle a toujours progressé, plus vite, plus haut et plus loin. Cet héritage se perpétue encore. La question n'est pas de savoir si l'aviation va encore changer, mais dans combien de temps. Si vous avez apprécié cette exploration de la transformation de l'aviation, n'oubliez pas de cette vidéo, partagez-le avec d'autres et commentez avec vos réflexions sur l'avenir du vol. Et le plus important, abonnez-vous pour plus d'histoires qui révèlent les tournants cachés de l'histoire et de l'innovation.